je vais céder la parole à Yédir. Oui. Alors, là, juste la situation politique en Kabylie. Azoul Flaoul, merci d'être aussi nombreux pour nous écouter, nos trois camarades et moi avec le modérateur Samir. Nous allons parler de la situation. D'abord, je tiens à remercier tout le collectif et les sociétaires d'Action pour la Kabylie pour cette initiative qui en appellera d'autres, parce qu'il est vital que pour les Kabyles de France et même les Kabyles d'ailleurs, nous puissions retrouver un cadre apaisé et apaisant afin que nous puissions tous débattre ensemble de l'avenir, des contraintes que subit la Kabylie à travers cette séquence que nous vivons, cette séquence historique, mais qui est dramatique pour les Kabyles et pour le peuple kabyle. La situation politique kabyle, il faut à tout prix l'insérer dans ce qui se passe de manière nationale en Algérie. Il y a un contexte historique, il faut faire une évaluation des forces, aussi bien en Kabylie et ailleurs. Quels sont les différents projets pour la Kabylie? Quelles sont les offres politiques pour la Kabylie sérieuses? Quel type de menaces a-t-on et quel type de menaces subit la Kabylie? Leur nature, la nature de la menace, l'intensité de la menace, et quel est l'objectif de ces menaces? La Kabylie et les nouvelles aspirations de la jeunesse, c'est surtout ça. Les aspirations de cette nouvelle jeunesse qui, pour moi, me semble-t-il, est quelque chose de fondamental, parce que ce que les spécialistes appellent la rupture épistémologique. Un droit d'inventaire doit être exercé par tout ce qui a été fait des générations précédentes, mais aujourd'hui, la jeunesse kabyle doit prendre ses responsabilités à coup de beaucoup de travail et avoir une autre vision et comment insérer la Kabylie dans l'espace actuel, qui est à la fois sur l'échiquier algérien et à la fois quel est son devenir par rapport au bassin méditerranéen et par rapport à ce qu'ils envisagent de faire de cette Kabylie. C'est surtout à cette jeunesse-là qui doit à tout prix s'impliquer, avoir un niveau d'engagement et de détermination tel qu'ils puissent prendre véritablement en main et décliner un projet pour la Kabylie. Moi, je ne pense pas qu'il y ait, souvent on dit, c'est une rupture générationnelle. Ma génération, la génération de Samir, depuis 80, c'est 43 ans, c'est 2 générations. On doit faire à tout prix le bilan de ces années. Qu'est-ce que la Kabylie a opposé au gouvernement algérien et au régime algérien? Nous lui avons opposé de manière pacifique que nos marches, nos grèves et nos rassemblements. Nous avons subi un crime d'État. Samir en a parlé, c'est le massacre et l'assassinat de 127 jeunes, et je ne fais pas dans l'émotion, parce que c'est une réalité, c'est factuel, en 2001, ce qu'on appelle Tafsut Tavariyat. Ce qu'il y a d'extraordinaire, et de dramatique à la fois, c'est que ce compte n'a jamais été soldé, ni politiquement, ni humainement, ni psychologiquement avec le régime algérien. Beaucoup de tentatives de dépôt de plainte pour crimes d'État, pour crimes contre l'humanité. Je ne sais pas comment on peut qualifier de tout ce qui s'est passé, que les juristes peuvent qualifier ce qui s'est passé, mais ça ne peut pas être laissé aux autres générations. Il faut à tout prix que la vérité se fasse et que les responsabilités soient situées et que les coupables soient sanctionnés, même à titre posthume. C'est une histoire de principe. Là, on est dans l'ordre constitutif du principe. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire? Nous avons un pouvoir qui est esselé, incarné par M. Tebboune, président de l'État. Je ne dis pas président de la République, président de l'État. Ce président, il est esselé, il n'a pas de force politique autour, il n'a pas d'État profond tel que l'avait Bouteflika, puisque tout l'État profond a été démantelé. Il ne reste plus que quelques officines affiliées à la police politique. Ce président, il n'incarne pas le pouvoir. Il n'incarne pas du tout le pouvoir. Il est dans la stratégie d'abord du statu quo et la stratégie qui, pour moi, va nous amener inévitablement vers le chaos. Et nous, en tant que communauté kabyle, en tant que peuple kabyle, qu'allons-nous faire par rapport à ce que propose le régime algérien? Allons-nous rester uniquement vers cette stratégie de la tension permanente qui n'apporte pas grand-chose,
c'est bien de résister, c'est bien de parler, c'est bien, mais il faut donner une dynamique, il faut un projet pour essayer de rassembler tous les Kabyles autour d'un socle de valeurs. Les valeurs NAR, nous les connaissons tous. Ahzab, Al-Harman, Nif, beaucoup d'autres valeurs comme ça qui nous rassemblent. Et la manière, comment peut-on gérer tous nos conflits, nous, en tant que Kabyles, parce qu'il y a aussi une salle, c'est-à-dire comment régler nos conflits, comment régler nos différends, comment régler nos désaccords. C'est toutes ces questions-là, dans un climat apaisé. Et je pense que le groupe de Samir, de Asman, de Hamid, enfin tous ces jeunes pousses qui vont aller très loin, je l'espère, pourront, je pense, créer les conditions pour que les Kabyles puissent se retrouver dans un espace apaisé. Les gens disent aussi, il faut se dire aussi que ce régime n'ayant ni projet ni modèle, c'est sans force sociale ni corps intermédiaire. Il a l'UGTA, il a l'UNFA, l'UNPA, maintenant il n'y a plus rien. Et remarquez ce qui a fait que dans le Hirak, dans le Hirak, il s'est trouvé que le pouvoir, le régime en place, incarné par M. Tebboune, n'a pas eu l'effet tampon d'un État profond. C'est pour ça qu'il y a eu ensuite le choc direct entre le peuple algérien et l'armée. Le peuple algérien et l'armée. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces slogans, mais il y a eu beaucoup de slogans instrumentalisés par la mouvance islamiste. Ce pouvoir, il manque de clarté. Ce pouvoir a un manque évident de légitimité. Il n'a pas de légitimité, et quand tu parlais du 12-12, il faut parler du 1er novembre aussi, et des élections municipales, des élections de l'Assemblée populaire de Wilaya. Je sais une chose, c'est qu'au niveau des élections municipales, les chiffres annoncés, c'est des chiffres qui ont été gonflés, mais c'était de l'ordre de 7-8%. Et là où nous nous singularisons, nous en tant que région, c'est que dans nos régions, nous avons eu pratiquement 0,001 de participation. Et encore, ça doit être les gens des casernes, les corps constitués et tout ce personnel-là qui a dû aller s'exprimer. Que veut dire ce vote? Les gens te disent, c'est pour ça qu'il y a eu le slogan qui disait « Mais nous, c'est pas le produit c'est pas sorti ex nihilo de nulle part. C'est des traditions de lutte. C'est des traditions de lutte. C'est dans notre anthropologie ce refus absolu. Finalement, de cautionner tel ou tel aspect des axes du pouvoir. Viennent ensuite, dans la réforme de la Constitution, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contexte dans lequel la Kabylie évolue. C'est un contexte qui est très factuel. Quand on nous dit dans la Constitution, l'Algérie est une terre d'islam. Moi, j'ai rien contre l'islam. Je suis de culture musulmane, je l'assume complètement. Mais que cache dans cette espèce d'idéologie islamo-baathiste, je dirais même plus, radicale, quand on vous dit c'est une terre d'islam, ça veut dire quoi? Comment ça peut être lu politiquement? Ça veut dire tout simplement que le pouvoir et le régime nient tout le passé anté-islamique. C'est-à-dire il n'y a plus Jugurtha, il n'y a plus Massinissa, il n'y a plus Jugurtha, il n'y a plus personne. Puisque l'histoire commence à partir de la terre d'islam. Ça, c'est important. Moi, je vois mes camarades du MAC, pour qui j'ai beaucoup d'affection, dont Farhat, disent qu'on a perdu notre souveraineté en 1857. C'est un fait historique, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul. Il y a eu un phénomène historique bien avant qui s'est traduit par quoi? Qui s'est traduit lors des 2 ou 3 visites qu'a fait l'émir Abdelkader pour susciter le Moubaya, c'est-à-dire l'allégeance des tribus kabyles au niveau, pour le califat naissant de l'émir Abdelkader. Il s'est trouvé que les tribus, plus ou moins au niveau des plaines, c'est-à-dire du moins Amraoua, Tizina, Saïcha, Ménerville et compagnie, la preuve c'est qu'il y avait un bord à Deliste, un bord Chaussisser, un bord Jaborni, un bord à Tizi. C'est très important. Ils ont dit non. Et je vous invite à lire un livre, c'est un opuscule du général Doma, où il explique tout ça. Ça peut être traduit comment, ça? Ça peut être traduit que le Qalna de l'époque disait tout simplement, nous on ne veut pas, nous on est libre, nous on ne veut pas prêter allégeance à qui que ce soit. Donc c'est la traduction
sur un territoire historique d'une population donnée, tout simplement. Et ça, c'est un élément qu'il faut, parce que c'est historique, c'est factuel. Et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'historiographie. Parce que l'histoire est guide et schutz. L'histoire, machine de Welken, comme nous connaissons la tradition orale. C'est vrai, mais c'est les documents. C'est sur la base de documents qu'on agence enfin tout le processus historique qui répond à des, je parle sous le contrôle de notre ami, qui répond à des normes. Comment étudier le phénomène historique. Alors, le pouvoir aiguë, il a une volonté manifeste de stigmatiser et d'instrumenter encore une fois la Kabylie. Le contexte, si je vous parle du contexte politique national, c'est que ça a un impact sur nous. Je parlerai même pas de... il y a 2 articles pour moi qui doivent nous interpeller, nous agiter, ne serait-ce qu'intellectuellement et politiquement. L'un qui est dans la Constitution, l'autre c'est une ordonnance. Dans la Constitution du 1er novembre 2020, il est stipulé dans l'article 30, dans son alinéa 4, le rôle de l'armée. Ils disent quoi? Ils disent l'armée est la seule institution qui veille aux intérêts stratégiques et vitaux du pays. Comment vous pouvez traduire ça? Ça veut dire que l'armée prend possession à la fois de l'État, il prend possession des institutions sans contrôle démocratique, quelle que soit la qualité des élus de l'APN, etc., ou de la nature du boycott, du taux de participation et tout ça, je ne reviendrai pas là-dessus, tout le monde l'aura compris. Ça, c'est pas admissible. Ça, c'est un. Et c'est toutes ces raisons qui vont fonder qu'il faut un autre projet pour la Kabylie. Le deuxième, c'est l'ordonnance scélérate, plus connue sous l'appellation de la 87 bis. Qui criminalise, Samir l'a dit dans son papier d'introduction, toute action politique. C'est vrai qu'il criminalise toute action politique, mais c'est plus grave encore. Il acte l'extinction de la vie publique, à la fois politique, à la fois syndicale, donc tous les corps intermédiaires, associatifs et même académiques. C'est-à-dire, mon ami Jafar, s'il fait une contribution en tant qu'artiste sur la qualité de vie des artistes dans son domaine d'expertise, à partir du moment où il va à l'encontre de la doxa du pouvoir, c'est de facto un terroriste. Cette ordonnance doit absolument être révisée et je parle d'un point de vue général, parce qu'ensuite il y a des projets différents, il y a moi une question, juste une parenthèse, sur un journaliste qui est connu, qui me parlait du MAC sur un plateau de télévision. J'ai dit, vous n'avez pas à parler du MAC. Le MAC se situe hors de ce qui se passe en Algérie. Je dis, vous n'avez pas le même combat. Ils ont leurs arguments, ils ont leur doxa, ils ont leur idéologie, ils ont leurs moyens. Ils ne s'intéressent pas, ils s'en fichent. Et du Hirak et tout ce qui se passe autour. Je ne parle pas de projet politique, hein, je parle en règle générale. Ce que je voulais dire, la 87 bis, elle a servi à quoi? Elle a servi surtout à classifier le MAC comme étant une organisation terroriste. À la Chad, c'est à la limite, à la marge. Vous savez pourquoi? Si vous prenez ceux qui sont moins jeunes, qui ont vécu les événements de 91, 92, toute la décennie, ce qu'on appelle la décennie noire, la décennie rouge, tout dépend comment on peut l'appeler, savent très bien qu'avec les moyens qui ont été mis en place, on calculait avec les différents GIA, le GSPC compris, le bras armé du fils, il y avait 7-8 000 combattants, ils ont réussi à les neutraliser, soit par, ils ont été infiltrés, peu importe, là on ne va pas rentrer dans ces détails-là, parce que c'est des hypothèses de travail. Et classé, c'est pour ça que Rachad est marginal dans ce cadre-là. Cette 87 bis a été faite en grande partie pour criminaliser le MAC en tant que mouvement terroriste. Moi, je peux témoigner, je le témoigne comme nous tous ici. Moi, j'ai jamais vu un militant du MAC me parler de violence. J'ai jamais vu un communiqué de militants du MAC ou même de Kabyle dans un sens plus général appeler à la violence. Il peut y avoir certains excités parmi nous qui pour une raison ou une autre, a une décharge d'adrénaline et s'expriment un peu violemment, ce qui est normal dans un débat, mais j'ai jamais entendu ou lu une contribution d'un homme public connu ou moins connu ou pas connu du tout, appelant à de la violence.
Et cette histoire-là participe aussi de la stigmatisation de la Kabylie, mais maintenant à travers le MAC. À travers le MAC. Moi, le MAC a appelé à la marche, je suis allé. Farhat m'a invité à son dîner républicain, j'y suis allé. Le MAC, c'est pas mes ennemis. Hein. Le MAC, c'est une partie de moi-même. C'est mes amis. Vous comprenez? Nous avons des nuances et des différences et d'approches et des différences de projets. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? C'est à partir du moment où on arrive à régler nos échanges normalement et politiquement. Et il ne faut pas oublier une chose, moi je suis qu'un individu, le MAC est une organisation. Il y a des hommes autour qui sont en train de promouvoir le combat, les éléments de langage, théoriser leurs projets. C'est à eux. Et puis à ce moment-là, lors d'un référendum, si tant est qu'on puisse... d'accord, je vais terminer. Si tant est qu'on puisse y arriver bientôt, le plus rapidement serait le mieux, parce que si ça continue comme ça, nous risquons ensuite d'aller vers un cycle de violence. Et ce cycle de violence, moi je vous dis une chose, je ne pense pas qu'une institution ou toutes les institutions puissent être le réceptacle, c'est-à-dire qui va pouvoir contenir les violences à venir. Et les violences à venir, elles vont pas arriver ailleurs qu'en Kabylie, elles vont arriver en Kabylie exclusivement. Ce que je voulais dire, et juste pour terminer, Samir, je ne parlerai pas après dans le débat s'il faut, ce que je voulais dire, c'est que je vais juste parler des événements de 2000 d'août. Parce qu'il faut à tout prix que nous prenions tous conscience d'un fait. Le pouvoir, je suis d'accord avec lui sur une chose, sur les événements des incendies, c'est que c'est criminel. Maintenant, les criminels, il ne faut pas les chercher de ce côté-là, il faut les chercher de l'autre côté. Ça, c'est deux. Troisièmement, ce que je trouve abject, ce que je trouve immonde, ce que je trouve méprisant, j'ai plus de qualificatif, c'est quoi? C'est le traitement politique et le traitement médiatique qui en a été fait. L'assassinat du jeune Ben Smaïl, il faut le condamner. C'est quelque chose d'abject aussi. C'est quelque chose d'immonde. Maintenant, les raisons pour lesquelles il a été assassiné, il faut les chercher ailleurs. Ce n'est pas de notre côté qu'on va chercher. Et Gustave Le Bon l'explique très bien dans le phénomène de foule. Quand il y a un phénomène de foule, vous perdez le sens de votre individualité. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un individu. Vous perdez le sens de votre responsabilité. Vous êtes tout sauf un citoyen. Le citoyen, c'est quoi? C'est un individu, être responsable de ses actes et conscient de ses devoirs aussi. Donc, voilà, en gros, j'aimerais intervenir aussi sur le problème de constitution, mais apparemment, le temps est écoulé. Voilà, je vous remercie. Voilà. Pardon, je vais passer à... Pardon, je vais passer à... Talmir Taïdir, sans tarder trop en fait, après on va revenir dans le débat sur certains points. Je cède la parole à Yasmina pour nous parler de combat kabyle, de combat politique kabyle. Non, ça va aller, ça va aller. Voilà, ça sera plus audible. Ouais, merci. Bonjour, Azul Filaouen, merci à tous d'être là en nombre pour nous écouter. Je voudrais parler un petit peu effectivement du combat kabyle et essayer un petit peu de le resituer par rapport à ses objectifs, à ses aspirations et à ce qui l'a motivé. Le combat de la Kabylie, si on part simplement à partir de son organisation, on va dire à partir de l'étoile nord-africaine, on est parti finalement d'un ensemble d'individus, de militants kabyles qui se sont regroupés pour essayer de défendre les intérêts. En plus de ça, c'était les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, c'était toute l'Afrique du Nord. C'était bien l'étoile nord-africaine. C'est simplement pour resituer le combat kabyle qu'on essaye de qualifier aujourd'hui de sectaire, on nous accuse de vouloir ghettoiser la Kabylie, etc. C'est faux, ce n'est pas vrai. La Kabylie, et les militants kabyles, ils ont toujours vu loin devant eux. Et ils ont toujours eu une vision généreuse, je dirais même généreuse, quitte à s'oublier soi-même, et ce qu'on a souvent fait. Et à mon avis, c'est ce qu'on devrait arrêter de faire. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que
on a entamé comment dire, un processus de libération. Et on est parti d'un territoire dont les frontières nous ont été imposées par un système colonial. On nous a intégrés à une nation qu'on a créée pour nous, qui est l'Algérie, et ça a été créé sur le modèle de l'État-nation français, une langue, une identité, une histoire, une culture, une religion, etc. On a vraiment hérité du jacobinisme français. Pourtant, la Kabylie, et ce qui a motivé l'élan de liberté, ça a été beaucoup les valeurs justement universelles de démocratie, d'autodétermination, parce que effectivement, le mouvement national algérien qui a été créé et alimenté par les Kabyles, et ensuite ça s'est complètement retourné contre eux en 62 et même avant, et même bien avant. Quand il a été question de définir, comment dire, l'Algérie, le contentieux avec l'Algérie officielle d'une certaine façon, qui n'existait pas encore, ça a été le fameux mémorandum de Messali Hadj en 49, d'où la crise, ce qu'on appelait après la crise berbériste de 49. Donc déjà là, il y avait une confrontation au niveau de la définition même de ce qu'on voulait créer comme État, comme nation. Les Kabyles se sont engagés pleinement pour la libération. Et à chaque fois, ils ont été, comment dire, ostracisés. On a minimisé leur rôle jusqu'à les faire apparaître comme étant des traîtres à la cause que eux-mêmes ils ont créée. Donc, à partir de là, et aujourd'hui, ça recommence encore avec le combat amazigh. Les Kabyles, ils ont initié le combat. Le printemps berbère, tout s'est passé en Kabylie. Tout est parti de Kabylie. Donc, on peut pas continuer à ostraciser la Kabylie, son investissement, tous les combats qu'ils ont menés et à continuer à les diluer finalement à notre désavantage. Parce que on a lutté pour la démocratie, on a perdu, on a mené tous les combats généraux pour l'Afrique du Nord, pour l'Algérie, on les a tous perdus. Maintenant, on essaye de nous faire croire que ah oui, mais c'est nous les méchants, c'est-à-dire c'est les Kabyles qui veulent revendiquer une identité propre parce on a expérimenté le vivre ensemble, on l'a expérimenté à nos dépens. Donc, qu'est-ce qu'on attend de nous maintenant? Est-ce qu'on attend de nous de disparaître et pour nous diluer dans une nation à laquelle on n'aspire pas, parce qu'on a des objectifs qui sont radicalement différents. Le combat kabyle, il a toujours porté sur la démocratie, la laïcité et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a commencé avec l'Algérie et on a fini avec la Kabylie, mais pas seulement avec la Kabylie. On a soutenu le Mzab, l'Azawad, on a soutenu toutes les causes où les peuples essayent de recouvrer leur liberté et leur indépendance. Donc maintenant, je pense que il est temps pour nous, d'abord, d'arrêter de culpabiliser par rapport à des combats qu'on est censé mener pour tout le monde, pour la planète entière. Je suis désolée, c'est pas sur la Kabylie que repose l'avenir de tous les Algériens, ni encore moins celui de toute l'Afrique du Nord, qu'ils soient berbères ou pas. Les Amazirs. Et je pense que dans le combat kabyle, qui est loin d'être un combat égoïste, c'est un combat qui va libérer non seulement les Algériens, mais aussi tous les peuples nord-africains. On le voit, aujourd'hui, la Kabylie, elle est muselée. À peine on a fait le 20 avril, CFF Souti Maziron, on s'est investi pour tout le monde. Personne n'a été capable de prendre le relais. Personne. La Kabylie, aujourd'hui, elle est sous état de siège. Moi, j'aurais bien voulu qu'Agadir ou je sais pas moi, à Tripoli ou n'importe où, dans n'importe quelle ville amazigh, j'aurais voulu que le 20 avril, que les Amazirs sortent et ils disent on est là pour soutenir la Kabylie qui a porté ce combat pendant 43 ans. J'estime que c'est la moindre des choses. Et aujourd'hui, et je jette pas la pierre, je jette pas la pierre aux Amazirs, pas du tout. Au contraire, moi j'ai toujours été solidaire de l'Azawad. Si on avait pu avoir un État, un premier État amazigh, tous les autres vont suivre.
Et je pense, oui, et quand on parle d'authenticité, moi je suis désolée, je refuse catégoriquement que l'on m'associe dans le triptyque arabité, islamité, amazigh. Moi je me reconnais pas dans l'arabité et je me reconnais pas dans l'islamité. Et en plus de ça, on est sur des valeurs civilisationnelles mais radicalement opposées. Comment tu vas allier je sais pas moi, le monde arabo-musulman avec les valeurs, comment dire, républicaines, avec les valeurs des droits de l'homme, avec les valeurs égalitaires. Enfin, on a un gros problème. Et il y a une incompatibilité que l'on a expérimentée depuis qu'on a essayé de mener un combat commun aussi bien avec l'ensemble des Algériens qu'avec l'ensemble des Amazirs. Je suis désolée, là, il va falloir qu'on prenne, que chacun se prenne en charge et qu'on avance chacun, et ensuite, chacun dans son comment dire, dans sa ligne, voilà. Et ensuite, on se rassemble. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Après, moi, je suis plus dans le débat que dans le monologue comme ça. Ça m'intéresse plus. Merci. Alors, on passe à un troisième volet, en fait, c'est avec Athman. Il va nous parler de la Kabylie, encore une fois, de la stigmatisation et de la criminalisation, en fait. Ouais. La parole est à toi. مثلا الصوت اللي كندينا الزول في الاول الزول كويس جدا دقيق على نار سال ميرسي وقادي دي هضر نوالا مش ردنا رنوا فنشتاو كي توانن سان مي تطاس يمدو سمردا خاطر سبوسان c'est pas facile hein, que des personnes autour actuellement assument le fait que c'est des militants on a une conscience et سيمليلينا مسيقا داكي باردون وي سمحتي سيمليلينا مسيقا داكي اذقيم تقمزروي خطر ذي السواعين مسيقا داكي يتسفن وذماون إدي يتسفن ورقاز تمطوس يكسعان دي فالور يقلان يقبل ميال تسواعث quelles que soient les conséquences pour ses idées. Donc ترميرتنو encore une fois. نك فغاد هضر غا فيوث نتمثلت ثورة كاكي ذي ثمورث يمون قار الجزائر le fait d'être kabyle, de l'être, ماشي de le revendiquer, ماشي d'avoir un projet politique, n'a une vision politique, n'a de l'exprimer sur le plan qu'un individuel. Non, le fait de l'être, mettre l'être, tu es passible de poursuite judiciaire. Ce n'est pas de la littérature, ماشي ذاوال. تسيدت. Einstein يفدارا en 2019, en 2001, en 80. Dit la littérature elle-même de l'arabo-islamisme algérien. Dans les mémoires de Benabi, il traite un kabyle en disant ستعرفت لا يريد الخروج من قبائليته ويبغى غادي يفاق سيت قبايليتيس مرا سيديني غا كاست اون فراز on peut نزمر نخمم juste parce que il déteste les Kabyles. Non. Derrière ça, il y a toute une littérature, une pensée. Ça veut dire ça, le fait d'être kabyle, c'est un point négatif. Et rare parce que يقفيلارا غادي يفاق سيت نكيتيس سي ليدونتيتي ينس سكمزروي سوا كني افيون براسين اين فغانويا يقيم ذاين يلا امشي ديلول امشي كفغان غادي يلي. Et ça c'est très important. وفغارا ادحكو كتي مسالاكي ديال لا ليتيراتور نسن مي يدروحها على الدومين جوريديك. السابوسان depuis 2019 il y a eu une production منقار ديال دروا la jurisprudence. Ça veut dire ماشي كان دي تكست دو لوا خاطر لا لوا حدثت الحياره ولاش ثامورث زعما دي نضي تفقد لا لوا يفوتات البارلمون تلحو حدث
La loi, ça a le معنى. مي اللي يونس يفك المعني كفغا. Donc, أنو يتسكن روحي la loi, c'est la police judiciaire, le parquet, le procureur de la République, le juge d'instruction et le juge. Zougadagui, il s'applique la loi. Donc, même si tu appliques la loi, c'est signer la loi. Et ça, c'est dans le monde entier. C'est l'interprétation de la loi qui est la loi, en fait. Et même de l'application de la loi, le fait d'être kabyle est criminel. Un jeune, Igersen, un maillot de la JS Kabylie, qui est un club, depuis les années 40, 46, dans les années 40, 60. Et officiellement, Nevran Arnougif, il a honoré l'Algérie autant que tel, les événements internationaux, mais cela n'a pas empêché que Aqchi Chagir soit poursuivi à cause du maillot du club de la JSK. Ça, c'est deux. Il est d'Abd al-Qadar d'Aguini. Le premier jugement Inès, c'était Birmourad Raïs et la cour d'Alger. Dans le jugement, il est clairement dit les pièces, les pièces à conviction. خمن la liste أي غير يتوفى عند عبد القادر ذو راش نظن وكذ يماس دخلني les banderoles kabyles, l'image de l'Ounas Ma'toub, les slogans kabyles. Je vous donne même une banderole Athiala solidaire avec la JSK, non avec la JSK. Merde, c'est une phrase comme ça, écrite. Et les documents sont là. Et l'histoire, je ne dis pas des choses dans ma tête, je suis responsable quand même. Merde, c'est une telle phrase dans un jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? Des choses vraies. Des choses vraies. Au sens, ça nous racine qu'il y a on nous râle les institutions. Mais si d'awal bkham, d'awal nvarra. D'ayin تصوض يوين أكديني يثورة ذا شو تفغيض. أدمغ une petite phrase d'Agui dans un jugement ماشي ذي وثايث سمحم. Ouagini, ils l'ont accusé de quoi? C'est un jugement république algérienne démocratique et populaire. Nanas وأكد أنه il a affirmé qu'il est membre مقل كان أنه ناشط في المجموعة المسماة Commission Feu de Kabylie. Quand tu ça veut dire le fait que tu défends un intérêt de la région unie. Tu participes dans une commission, une tête d'arsi, pour les feux de Kabylie. Le fait de le mettre, peut-être tu ne vas pas l'accuser, hein, Balaxi, Sarzdeth, mais le fait de le mettre comme un argument à charge, pas un fait d'accusation en tant que tel, mais d'insinuer à. Il utilise le terme kabyle. Il a une sensibilité kabyle. Mais pas que ça. Pas que ça. Les clubs kabyles actuellement, il y a des clubs qui ont été sanctionnés. Parce que la JSK possède Tsengarouz. Des clubs sanctionnés, l'emblème amazir, et la JSK a été sanctionnée aussi parce que n'a pas des symboles de la Kabylie dedans. Alors que d'autres clubs, ils brandissent les maillons avec leur propre symbole sans aucune contrainte. Si ce n'est pas de l'apartheid,
Si ce n'est pas de l'apartheid, j'attends. J'ai utilisé le terme apartheid. وثناغيد فلاس سمح فيا ما إلا يون ذا غير مجرد تكتي ونا عناية ثون مولا شغلي فايدي فك الرئيس ما ماشي د لابارتايد واكي ايدي يسفهم ذا شوز مي با كو يدو دوسيان اون 2021 لان كرات واجب ذاكي كراس الناس دريسي ذويه Le dossier en 2021, c'est l'affaire Netha Velmoumen. Je ne vais pas y aller dans les détails. L'un des accusés, on va regarder dans la Sismaoun parce que sur le fait de ils utilisent ça. Mais oui, un accusé. Khamnes, un rapport d'une rame de papier. La gendarmerie nationale, le groupement de gendarmerie de la Oulaï Tizi Ouzou, hier, les captures, c'est la question, par exemple, de la langue arabe. Le fait qu'une aide, la langue arabe n'est pas une langue de paradis, comme accusation, incitation à la haine. Incitation à la haine. Ça veut dire la liberté de la pensée en Kabylie est morte. Pas que ça. J'ai discuté avec le procureur. Monsieur le procureur, la décision du Haut Commissariat, le Haut Conseil de sécurité, il a mis le MAC comme organisation terroriste en mai 2021. Mais après ça, avant ça, il était toléré. Donc la loi n'a pas d'effet rétroactif. N'a pas d'effet rétroactif. C'est pas normal. Niras de deux, la détention préventive, elle est dans l'exception et n'est pas une généralité. Déjà, ça veut dire, pour la liberté d'un Kabyle, elle n'est pas importante aux yeux de la loi. Où soit la vie d'un Kabyle. Et donc, dans tous les jugements, je n'ai pas envie de lister les termes, dans tous les jugements, le terme Kabyle, le Kabyle laïque, le groupe Kabyle, les groupes même qui sont en Kabyle, tout est cité dans les jugements et dans les rapports de juges d'instruction et de rapports de renvoi des chambres d'accusation. Donc, on est dans un fait, le fait d'être Kabyle, ça veut dire de l'exprimer, de le revendiquer, de l'être, il est puni par la loi, mais le pire, et je vais terminer par ça, et c'est le pire, c'est que ce n'est pas seulement il est puni par la loi, mais il est toléré dans la société. Ça veut dire, la haine anti-kabyle, quand elle est tolérée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au fait, ce n'est plus une haine, c'est une attaque légitime contre un fait criminel. Dans toutes les pages algériennes, chaque fait en Kabylie, il est attaqué, stigmatisé. On traite les Kabyles de Zouaf, on traite les Kabyles actuellement sur le fin d'Ism Mokran comme une attaque contre la Kabylie. Dans chaque gala, les Kabyles sont stigmatisés. Les intellectuels kabyles, tous, affichés. Les chanteurs, interdits de sortie. Les avocats, sous STN. Tout en Kabylie est interdit. Et d'attaquer les Kabyles, c'est autorisé. De dire Zouaf, de dire Qbaïl, de dire des traîtres, de dire qu'il faut les exterminer, je dis bien, qu'il faut les exterminer, c'est autorisé en Algérie. Le dire, oui. Nintid.
d'appeler au boycott, d'appeler à encercler la Kabylie est autorisée. Naïma Salhi, elle était députée Saouled pour faire un blocus contre la Kabylie. C'est un blocus. Et un blocus, c'est quoi? En termes de droit international, c'est une déclaration de guerre. C'est un casus belli. On ne va pas philosopher. Je ne suis pas en train d'aggraver, de gonfler en quelque sorte la situation. Quand un député de la nation qui représente la République démocratique et populaire, officiellement élu, il n'a pas été levé de ses fonctions, cela s'appelle une déclaration de guerre. Et la déclaration de guerre, elle est effectivement mise en place. Elle est effective. Elle est effective. Madame Saoud, Madinir, elle est effective. C'est qu'après ces déclarations, un autre, dans un État étranger, le dit clairement. Dit, Nikini, je suis prêt à aller, à souffrir les Kabyles Ahrar, effective de pouvoir pour exterminer les autres. Normal. Genre, normal. Genre, normal. Et le résultat, quand on a une cinquantaine de condamnés à mort, donc elle est effective. Et donc, il y a une criminalisation de la Kabylie, il y a un encouragement, une tolérance de critiquer ce qui est criminel, on le tolère, il faut attaquer ce qui est criminel, donc on le tolère. Et aussi, il y a une déclaration effective de guerre contre tout ce qui est Kabyle. C'est pour cela qu'on se retrouve la Guinée et وكنا هذا نفسي فراس. ثاني مرسلون سبتينا. Alors, sans tarder, je vais céder la parole à Yvir. Oui. Alors, là, juste مازما سنيني تيزي بوسا نتمرد القبيل la situation politique en Kabylie. Azoul Flaoul, merci d'être aussi nombreux pour nous écouter, nos trois camarades et moi avec le modérateur Samir. Nous allons parler de la situation. D'abord, je tiens à remercier tout le collectif et les sociétaires d'action pour la Kabylie pour cette initiative qu'on appellera d'autres, parce qu'il est vital que pour les Kabyles de France et même les Kabyles d'ailleurs, nous puissions retrouver un cadre apaisé et apaisant afin que nous puissions tous débattre ensemble de l'avenir, des contraintes que subit la Kabylie à travers cette séquence que nous vivons, cette séquence historique, mais qui est dramatique pour les Kabyles et pour le peuple kabyle. La situation politique kabyle, il faut à tout prix l'insérer dans ce qui se passe de manière nationale en Algérie. Il y a un contexte historique, il faut faire une évaluation des forces, aussi bien en Kabylie et ailleurs. Quels sont les différents projets pour la Kabylie? Quelles sont les offres politiques pour la Kabylie sérieuse? Quel type de menaces a-t-on et quel type de menaces subit la Kabylie? Leur nature, la nature de la menace, l'intensité de la menace, et quel est l'objectif de ces menaces? La Kabylie et les nouvelles aspirations de la jeunesse, c'est surtout ça. Les aspirations de cette nouvelle jeunesse qui, pour moi, me semble-t-il, est quelque chose de fondamental, parce que ce que les spécialistes appellent la rupture épistémologique. Un droit d'inventaire doit être exercé par tout ce qui a été fait des générations précédentes, mais aujourd'hui, la jeunesse kabyle doit prendre ses responsabilités à coup de beaucoup de travail et avoir une autre vision et comment insérer la Kabylie dans l'espace actuel, qui est à la fois sur l'échiquier algérien et à la fois quel est son devenir par rapport au bassin méditerranéen et par rapport à ce qu'ils envisagent de faire de cette Kabylie. C'est surtout à cette jeunesse-là qui doit à tout prix s'impliquer, avoir un niveau d'engagement et de détermination tel qu'il puisse prendre véritablement en main et décliner un projet pour la Kabylie. Moi, je ne pense pas qu'il y ait, souvent on dit, c'est une rupture générationnelle. Ma génération, la génération de Samir, depuis 80, c'est 43 ans, c'est 2 générations. On doit faire à tout prix le bilan de ces années.
qu'est-ce que la Kabylie a opposé au gouvernement algérien et au régime algérien? Nous lui avons opposé de manière pacifique que nos marches, nos grèves et nos rassemblements. Nous avons subi un crime d'État. Samir en a parlé, c'est le massacre et l'assassinat de 127 jeunes, et je ne fais pas dans l'émotion, parce que c'est une réalité, c'est factuel, en 2001, ce qu'on appelle Tafsut Tabariyat. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, et de dramatique à la fois, c'est que ce compte n'a jamais été soldé, ni politiquement, ni humainement, ni psychologiquement avec le régime algérien. Beaucoup de tentatives de dépôt de plainte pour crimes d'État, pour crimes contre l'humanité. Je ne sais pas comment on peut qualifier de tout ce qui s'est passé, que les juristes peuvent qualifier ce qui s'est passé, mais ça ne peut pas être laissé aux autres générations. Il faut à tout prix que la vérité se fasse et que les responsabilités soient situées et que les coupables soient sanctionnés, même à titre posthume. C'est une histoire de principe. Là, on est dans l'ordre constitutif du principe. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire? Nous avons un pouvoir qui est esselé, incarné par M. Tebboune, président de l'État. Je ne dis pas président de la République, président de l'État. Ce président, il est esselé, il n'a pas de force politique autour, il n'a pas d'État profond tel que l'avait Bouteflika, puisque tout l'État profond a été démantelé. Il ne reste plus que quelques officines affiliées à la police politique. Ce président, il n'incarne pas le pouvoir. Il n'incarne pas du tout le pouvoir. Il est dans la stratégie d'abord du statu quo et la stratégie qui, pour moi, va nous amener inévitablement vers le chaos. Et nous, en tant que communauté kabyle, en tant que peuple kabyle, qu'allons-nous faire par rapport à ce que propose le régime algérien? Allons-nous rester uniquement vers cette stratégie de la tension permanente qui n'apporte pas grand-chose? C'est bien de résister, c'est bien de parler, c'est bien, mais il faut donner une dynamique, il faut un projet pour essayer de rassembler tous les Kabyles autour d'un socle de valeurs. Les valeurs NAR, nous les connaissons tous. Ahzab, Al-Harman, Nif, beaucoup d'autres valeurs comme ça qui nous rassemblent. Et la manière, comment peut-on gérer tous nos conflits, nous, en tant que Kabyles? Parce qu'il y a aussi une salle, c'est-à-dire comment régler nos conflits, comment régler nos différends, comment régler nos désaccords. C'est toutes ces questions-là, dans un climat apaisé. Et je pense que le groupe de Samir, de Asman, de Hamid, enfin tous ces jeunes pousses qui vont aller très loin, je l'espère, pourront, je pense, créer les conditions pour que les Kabyles puissent se retrouver dans un espace apaisé. Les gens disent aussi, il faut se dire aussi que ce régime n'ayant ni projet ni modèle, c'est sans force sociale ni corps intermédiaire. Il a l'UGTA, il a l'UNFA, l'UNPA, maintenant il n'y a plus rien. Et remarquez ce qui a fait que dans le Hirak, dans le Hirak, il s'est trouvé que le pouvoir, le régime en place, incarné par M. Tebboune, n'a pas eu l'effet tampon d'un État profond. C'est pour ça qu'il y a eu ensuite le choc direct entre le peuple algérien et l'armée. Le peuple algérien et l'armée. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces slogans, mais il y a eu beaucoup de slogans instrumentalisés par la mouvance islamiste. Hein. Ce pouvoir, il manque de clarté. Ce pouvoir a un manque évident de légitimité. Il n'a pas de légitimité, et quand tu parlais du 12-12, il faut parler du 1er novembre aussi, et des élections municipales, des élections de l'Assemblée populaire de Wilaya. Je sais une chose, c'est qu'au niveau des élections municipales, les chiffres annoncés, c'est des chiffres qui ont été gonflés, mais c'était de l'ordre de 7-8%. Et là où nous nous singularisons, nous en tant que région, c'est que dans nos régions, nous avons eu pratiquement 0,001 de participation. Et encore, ça doit être les gens des casernes, les corps constitués et tout ce personnel-là qui a dû aller s'exprimer. Que veut dire ce vote? Les gens te disent, c'est pour ça qu'il y a eu le slogan qui disait mais nous, c'est pas le produit c'est pas sorti ex nihilo de nulle part. C'est des traditions de lutte. C'est des traditions de lutte. C'est dans notre anthropologie ce refus absolu
finalement de cautionner tel ou tel aspect des axes du pouvoir. Viennent ensuite, dans la réforme de la Constitution, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contexte dans lequel la Kabylie évolue. Hein. C'est un contexte qui est très factuel. Quand on nous dit dans la Constitution l'Algérie est une terre d'islam, moi j'ai rien contre l'islam, je suis de culture musulmane, je l'assume complètement. Mais que cache dans cette espèce d'idéologie islamo-baathiste, je dirais même plus, radicale, quand on vous dit c'est une terre d'islam, ça veut dire quoi? Comment ça peut être lu politiquement? Ça veut dire tout simplement que le pouvoir et le régime nient tout le passé anté-islamique. C'est-à-dire il n'y a plus Jugurtha, il n'y a plus Massinissa, il n'y a plus Jugurtha, il n'y a plus personne. Puisque l'histoire commence à partir de la terre d'islam. Ça, c'est important. Moi, je vois mes camarades du MAC, pour qui j'ai beaucoup d'affection, dont Farhat, disent qu'on a perdu notre souveraineté en 1857. C'est un fait historique, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul. Il y a eu un phénomène historique bien avant qui s'est traduit par quoi? Qui s'est traduit lors des 2 ou 3 visites qu'a fait l'émir Abdelkader pour susciter le Moubaya, c'est-à-dire l'allégeance des tribus kabyles au niveau, pour le califat naissant de l'émir Abdelkader. Il s'est trouvé que les tribus, plus ou moins au niveau des plaines, c'est-à-dire du moins Amarawa, Tizina, Saïcha, Ménerville et compagnie. La preuve, c'est qu'il y avait un bord d'Adéliste, un bord Chaussisser, un bord Jaborni, un bord à Tizi. C'est très important. Ils ont dit non. Et je vous invite à lire un livre, c'est un opuscule du général Doma, où il explique tout ça. Ça peut être traduit comment, ça? Ça peut être traduit que le Qalnar de l'époque disait tout simplement, nous on ne veut pas, nous on est libre, nous on ne veut pas prêter allégeance à qui que ce soit. Donc c'est la traduction sur un territoire historique d'une population donnée, tout simplement. Et ça, c'est un élément qu'il faut, parce que c'est historique, c'est factuel. Et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'historiographie. Parce que l'histoire est guide des schutz. L'histoire, machie d'Awelken, comme nous connaissons la tradition orale. C'est vrai, mais c'est les documents. C'est sur la base de documents qu'on agence enfin tout le processus historique qui répond à des, je parle sous le contrôle de notre ami, qui répond à des normes. Comment étudier le phénomène historique. Alors, le pouvoir aiguë, il a une volonté manifeste de stigmatiser et d'instrumenter encore une fois la Kabylie. Le contexte, si je vous parle du contexte politique national, c'est que ça a un impact sur nous. Je parlerai même pas de... il y a 2 articles pour moi qui doivent nous interpeller, nous agiter, ne serait-ce qu'intellectuellement et politiquement. L'un qui est dans la Constitution, l'autre c'est une ordonnance. Dans la Constitution du 1er novembre 2020, il est stipulé dans l'article 30, dans son alinéa 4, le rôle de l'armée. Ils disent quoi? Ils disent l'armée est la seule institution qui veille aux intérêts stratégiques et vitaux du pays. Comment vous pouvez traduire ça? Ça veut dire que l'armée prend possession à la fois de l'État, il prend possession des institutions sans contrôle démocratique, quelle que soit la qualité des élus de l'APN, etc., ou de la nature du boycott, du taux de participation et tout ça, je ne reviendrai pas là-dessus, tout le monde l'aura compris. Ça, c'est pas admissible. Ça, c'est un. Et c'est toutes ces raisons qui vont fonder qu'il faut un autre projet pour la Kabylie. Le deuxième, c'est l'ordonnance scélérate, plus connue sous l'appellation de la 87 bis. Qui criminalise, Samir l'a dit dans son papier d'introduction, toute action politique. C'est vrai qu'il criminalise toute action politique, mais c'est plus grave encore. Il acte l'extinction de la vie publique, à la fois politique, à la fois syndicale, donc tous les corps intermédiaires, associatifs et même académiques. C'est-à-dire, mon ami Jafar, s'il fait une contribution en tant qu'artiste sur la qualité de vie des artistes dans son domaine d'expertise, à partir du moment où il va à l'encontre de la doxa du pouvoir, c'est de facto un terroriste. Cette ordonnance doit absolument être révisée et je parle d'un point de vue général, parce qu'ensuite il y a des projets différents, il y a des... Moi, une question, juste une parenthèse, sur un journaliste qui est connu,
qui me parlait du MAC sur un plateau de télévision. J'ai dit, vous n'avez pas à parler du MAC. Le MAC se situe hors de ce qui se passe en Algérie. Je dis, vous n'avez pas le même combat. Ils ont leurs arguments, ils ont leur doxa, ils ont leur idéologie, ils ont leurs moyens. Ils ne s'intéressent pas, ils s'en fichent. Et du Hirak et de ce qui se passe autour. Je ne parle pas de projet politique, hein, je parle en règle générale. Ce que je voulais dire, la 87 bis, elle a servi à quoi? Elle a servi surtout à classifier le MAC comme étant une organisation terroriste. À la Chad, c'est à la limite, à la marge. Vous savez pourquoi? Si vous prenez ceux qui sont moins jeunes, qui ont vécu les événements de 91, 92, toute la décennie, ce qu'on appelle la décennie noire, la décennie rouge, tout dépend comment on peut l'appeler, savent très bien qu'avec les moyens qui ont été mis en place, on calculait avec les différents GIA, le GSPC compris, le bras armé du fils, il y avait 7-8 000 combattants, ils ont réussi à les neutraliser, soit par, ils ont été infiltrés, peu importe, là on ne va pas rentrer dans ces détails-là, parce que c'est des hypothèses de travail. Et classé, c'est pour ça que Rachad est marginal dans ce cadre-là. Cette 87 bis a été faite en grande partie pour criminaliser le MAC en tant que mouvement terroriste. Moi, je peux témoigner, je le témoigne comme nous tous ici. Moi, j'ai jamais vu un militant du MAC me parler de violence. J'ai jamais vu un communiqué de militants du MAC ou même de Kabyle dans un sens plus général appeler à la violence. Il peut y avoir certains excités parmi nous qui pour une raison ou une autre, a une décharge d'adrénaline et s'expriment un peu violemment, ce qui est normal dans un débat, mais j'ai jamais entendu ou lu une contribution d'un homme public connu ou moins connu ou pas connu du tout, appelant à de la violence. Et cette histoire-là participe aussi de la stigmatisation de la Kabylie, mais maintenant à travers le MAC. Moi, le MAC a appelé à la marche, je suis allé. Farhat m'a invité à son dîner républicain, j'y suis allé. Le MAC, c'est pas mes ennemis. Hein. Le MAC, c'est une partie de moi-même. C'est mes amis. Vous comprenez? Nous avons des nuances et des différences, et d'approches et des différences de projets. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? C'est à partir du moment où on arrive à régler nos échanges normalement et politiquement. Et il ne faut pas oublier une chose, moi je suis qu'un individu, le MAC est une organisation. Il y a des hommes autour qui sont en train de promouvoir le combat, les éléments de langage, théoriser leurs projets. C'est à eux. Et puis à ce moment-là, lors d'un référendum, si tant est qu'on puisse... d'accord, je vais terminer. Si tant est qu'on puisse y arriver bientôt, le plus rapidement serait le mieux, parce que si ça continue comme ça, nous risquons ensuite d'aller vers un cycle de violence. Et ce cycle de violence, moi je vous dis une chose, je ne pense pas qu'une institution ou toutes les institutions puissent être le réceptacle, c'est-à-dire qui va pouvoir contenir les violences à venir. Et les violences à venir, elles vont pas arriver ailleurs qu'en Kabylie, elles vont arriver en Kabylie, exclusivement. Ce que je voulais dire, et juste pour terminer, Samir, si m'excuse, je ne parlerai pas après dans le débat s'il faut, ce que je voulais dire, c'est que je vais juste parler des événements de 2000 d'août. Parce qu'il faut à tout prix que nous prenions tous conscience d'un fait. Le pouvoir, je suis d'accord avec lui sur une chose, sur les événements des incendies, c'est que c'est criminel. Maintenant, les criminels, il ne faut pas les chercher de ce côté-là, il faut les chercher de l'autre côté. Ça, c'est deux. Troisièmement, ce que je trouve abject, ce que je trouve immonde, ce que je trouve méprisant, j'ai plus de qualificatif, c'est quoi? C'est le traitement politique et le traitement médiatique qui en a été fait. L'assassinat du jeune Ben Smaïl, il faut le condamner. C'est quelque chose d'abject aussi. C'est quelque chose d'immonde. Maintenant, les raisons pour lesquelles il a été assassiné, il faut les chercher ailleurs. C'est pas de notre côté qu'on va chercher. Et Gustave Le Bon l'explique très bien dans le phénomène de foule. Quand il y a un phénomène de foule, vous perdez le sens de votre individualité. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un individu. Vous perdez le sens de votre responsabilité.
Vous êtes tout sauf un citoyen. Le citoyen, c'est quoi? C'est un individu, être responsable de ses actes et conscient de ses devoirs aussi. Donc voilà, en gros, j'aimerais intervenir aussi sur le problème de constitution, mais apparemment le temps est écoulé. Voilà, je vous remercie. Voilà. Pardon, je vais passer à... Pardon, je vais passer à... Talmir Taïvir, sans tarder trop, en fait, après on va revenir dans le débat sur certains points. Je cède la parole à Yasmina pour nous parler de combat kabyle, de combat politique kabyle. Non, ça va aller, ça va aller. Voilà, ça sera plus audible. Ouais, merci. Bonjour, Azul Filaouen, merci à tous d'être là en nombre pour nous écouter. Je voudrais parler un petit peu effectivement du combat kabyle et essayer un petit peu de le resituer par rapport à ses objectifs, à ses aspirations et à ce qui l'a motivé. Le combat de la Kabylie, si on part simplement à partir de son organisation, on va dire à partir de l'étoile nord-africaine, on est parti finalement d'un ensemble d'individus, de militants kabyles qui se sont regroupés pour essayer de défendre les intérêts. En plus de ça, c'était les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, c'était toute l'Afrique du Nord. C'était bien l'étoile nord-africaine. C'est simplement pour resituer le combat kabyle qu'on essaye de qualifier aujourd'hui de sectaire, on nous accuse de vouloir ghettoiser la Kabylie, etc. C'est faux, ce n'est pas vrai. La Kabylie, elle a toujours, et les militants kabyles, ils ont toujours vu loin devant eux. Et ils ont toujours eu une vision généreuse, je dirais même généreuse, quitte à s'oublier soi-même, et ce qu'on a souvent fait. Et à mon avis, c'est ce qu'on devrait arrêter de faire. Donc voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est que on a entamé un processus de libération. Et on est parti d'un territoire dont les frontières nous ont été imposées par un système colonial. On nous a intégrés à une nation qu'on a créée pour nous, qui est l'Algérie, et ça a été créé sur le modèle de l'État-nation français, une langue, une identité, une histoire, une culture, une religion, etc. On a vraiment hérité du jacobinisme français. Pourtant, la Kabylie et ce qui a motivé l'élan de liberté, ça a été beaucoup les valeurs justement universelles de démocratie, d'autodétermination, parce que effectivement, le mouvement national algérien qui a été créé et alimenté par les Kabyles, et ensuite ça s'est complètement retourné contre eux en 62 et même avant, et même bien avant. Quand il a été question de définir, l'Algérie, le contentieux avec l'Algérie officielle d'une certaine façon, qui n'existait pas encore, ça a été le fameux mémorandum de Messali Hadj en 49, d'où la crise, ce qu'on appelait après la crise berbériste de 49. Donc déjà là, il y avait une confrontation au niveau de la définition même de ce qu'on voulait créer comme État, comme nation. Les Kabyles se sont engagés pleinement pour la libération. Et à chaque fois, ils ont été, ostracisés. On a minimisé leur rôle jusqu'à les faire apparaître comme étant des traîtres à la cause que eux-mêmes ils ont créée. Donc, à partir de là, et aujourd'hui, ça recommence encore avec le combat à Mazir. Les Kabyles, ils ont initié le combat. Le printemps berbère, tout s'est passé en Kabylie. Tout est parti de Kabylie. Donc, on peut pas continuer à ostraciser la Kabylie, son investissement, tous les combats qu'ils ont menés et à continuer à les diluer finalement à notre désavantage. Parce que on a lutté pour la démocratie, on a perdu, on a mené tous les combats généraux pour l'Afrique du Nord, pour l'Algérie, on les a tous perdus. Maintenant, on essaye de nous faire croire que ah oui, mais c'est nous les méchants, c'est-à-dire c'est les Kabyles qui veulent revendiquer une identité propre parce on a expérimenté le vivre ensemble, on l'a expérimenté à nos dépens. Donc,
qu'est-ce qu'on attend de nous maintenant? Est-ce qu'on attend de nous de disparaître et pour nous diluer dans une nation à laquelle on n'aspire pas? Parce qu'on a des, comment dire, on a des objectifs qui sont radicalement différents. Le combat kabyle, il a toujours porté sur la démocratie, la laïcité et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a commencé avec l'Algérie et on a fini avec la Kabylie, mais pas seulement avec la Kabylie. On a soutenu le Mzab, l'Azawad, on a soutenu toutes les causes où les peuples essayent de recouvrer leur liberté et leur indépendance. Donc maintenant, je pense que il est temps pour nous, d'abord, d'arrêter de culpabiliser par rapport à des combats qu'on est censé mener pour tout le monde, pour la planète entière. Je suis désolée, c'est pas sur la Kabylie que repose l'avenir de tous les Algériens, ni encore moins celui de toute l'Afrique du Nord, qu'ils soient berbères ou pas. Les Amazirs. Et je pense que dans le combat kabyle, qui est loin d'être un combat égoïste, c'est un combat qui va libérer non seulement les Algériens, mais aussi tous les peuples nord-africains. On le voit, aujourd'hui, la Kabylie, elle est muselée. À peine on a fait le 20 avril, CFF Sauti Maziron, on s'est investi pour tout le monde. Personne n'a été capable de prendre le relais. Personne. La Kabylie, aujourd'hui, elle est sous état de siège. Moi, j'aurais bien voulu qu'Agadir ou je sais pas moi, à Tripoli ou n'importe où, dans n'importe quelle ville amazigh, j'aurais voulu que le 20 avril, que les Amazirs sortent et ils disent on est là pour soutenir la Kabylie qui a porté ce combat pendant 43 ans. J'estime que c'est la moindre des choses. Et aujourd'hui, et je jette pas la pierre, hein, je jette pas la pierre aux Amazirs, pas du tout. Au contraire, moi j'ai toujours été solidaire de l'Azawad. Si on avait pu avoir un État, un premier État amazigh, tous les autres vont suivre. Et je pense, oui. Et quand on parle d'authenticité, moi je suis désolée, je refuse catégoriquement que l'on m'associe dans le triptyque arabité, islamité, amazigh. Moi je me reconnais pas dans l'arabité et je me reconnais pas dans l'islamité. Et en plus de ça, on est sur des valeurs civilisationnelles mais radicalement opposées. Comment tu vas allier je sais pas moi, le monde arabo-musulman avec les valeurs, comment dire, républicaines, avec les valeurs des droits de l'homme, avec les valeurs égalitaires. Enfin, on a un gros problème. Et il y a une incompatibilité que l'on a expérimentée depuis qu'on a essayé de mener un combat commun aussi bien avec l'ensemble des Algériens qu'avec l'ensemble des Amazirs. Je suis désolée, là, il va falloir qu'on prenne, que chacun se prenne en charge et qu'on avance chacun, et ensuite, chacun dans son comment dire, dans sa ligne, voilà. Et ensuite, on se rassemble. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Après, moi, je suis plus dans le débat que dans le monologue comme ça. Ça m'intéresse plus. Merci. Alors, on passe à un troisième volet, en fait, c'est avec Athman. Il va nous parler de la Kabylie, encore une fois, de la stigmatisation et de la criminalisation, en fait. Ouais. La parole est à toi. مثلا الصوت اللي كندينا الزول في الاول الزول كويد جدا دقيقه رانا سال ميرسي وغادي يهضر نوالا مشرد نرنو فنشتاو كي ديتوانا سان مي تطاس يمدو سمردا خاطر سبوسان c'est pas facile hein, que des personnes autour actuellement assument le fait que c'est des militants on a une conscience et simili لينا مسيقه داكي pardon oui سمحتي يا سيملي لينا مسيقه داكي قيمتكم مزروي خطر ذي السواعي مسيقه داكي يتسبان نوذ ماون إدي يتسبان ورقاز تمطوس إكسعان دي فالور إقلان يقبل ميال تسواعث quelles que soient les conséquences pour ses idées. Donc ترميرتنو encore une fois. نك فغاد هضر غا فيوث نتمثلت ثورة كاكي ذي ثمورث يمون قار الجزائر le fait d'être kabyle, de l'être,
ماشي de le revendiquer, ماشي d'avoir un projet politique, n'a une vision politique, n'a de l'exprimer sur le plan qu'un individuel. Non, le fait de l'être, mettre l'être, tu es passible de poursuite judiciaire. Ce n'est pas de la littérature, ماشي ذاوال. تسيدت. Einstein يبدا en 2019, en 2001, en 80. Dit la littérature elle-même de l'arabo-islamisme algérien. Dans les mémoires de Benabi, il traite un kabyle يتمسلين استقبايليث en disant استعرفت لا يريد الخروج من قبائليته ويبغى غادي يفاق سي تقبايليثيس مراتي ديني غا كاست une phrase on peut نزمر نخمم juste parce que il déteste les Kabyles. Non. Derrière ça, il y a toute une littérature, une pensée. Ça veut dire, ça, le fait d'être kabyle, c'est un point négatif. Et rare parce que يقبيلارا هذه فار سيثني كيثيس سي ليدونتيتي ناس سكمزروي سوا كني اذيون براسين اين فغانويا يقيم ذاين يلا امشي ديلول امشي كفغان غاديلي. Et ça, c'est très important. Vous verrez, adhkou كتيم سالاكي ديال لا ليتيراتور نسن مي يدروحها على الدومين جوريديك. السابوسان depuis 2019 il y a eu une production d'il darwa la jurisprudence. Ça veut dire ماشي كان des textes de loi خاطر la loi. La loi حدثت في الحيارة ولاش ثاموث زعما دي نضي فقد la loi et votat البارلمان ثلحو حدث. La loi تسعى المعنى ميال يونس يفك المعني كفغا. دونك انوي سي تسكن الروح الى la loi c'est la police judiciaire, le parquet, le procureur de la République, le juge d'instruction et le juge. Ils s'appliquent la loi. Donc, même si tu appliques la loi, ils signent la loi. Et ça, c'est dans le monde entier. C'est l'interprétation de la loi qui est la loi, en fait. Et même de l'application de la loi, le fait d'être kabyle est criminel. Un jeune, Igersen, un maillot de la JS Kabylie, qui est un club, depuis les années 40, 46, dans les années 40, soit. Et officiellement, Nevran Arnougif, il a honoré l'Algérie autant que tel, les événements internationaux, mais cela n'a pas empêché que Akshi Shagir soit poursuivi à cause du maillot du club de la JSK. Ça, c'est deux. Il est d'Abd al-Qadar d'Aguini, le premier jugement Inès, c'était Birmourad Raïs et la cour d'Alger. Le jugement, il est clairement dit, les pièces, les pièces à conviction. خمن la liste أي غير يتوب عند عبد القادر ذوارش نظن وكذ يماس. داخلني les banderoles kabyles, l'image de l'Ounas Matoub, les slogans kabyles, je vous donne même une banderole, Athiala, solidaire avec la JSK, non avec la JSK. Mérite c'est une phrase comme ça, écrite. Et les documents sont là. Et l'histoire, je ne dis pas des choses dans ma tête, je suis responsable quand même. Mérite c'est une telle phrase dans un jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? Des choses vraies. Des choses vraies. Au sens, ça nous racine qui n'y a pas de
ونغالي هذا هو لي انستيتيوشن ماشي ذا هو البخام ذا هو برا ذا ينصوض يون اكديني يثورا ذا شو تبغي الدماغ اون بتيت فراز لاكي دون ان جوجمون ماشي ذي وثايث سمحم وغينيا ils l'ont accusé de quoi? C'est un jugement république algérienne démocratique et populaire. Nanas وأكد أنه il a affirmé qu'il est membre كما قال كان أنه ناشط في المجموعة المسماة Commission Feu de Kabylie. Quand tu ça veut dire le fait que tu défends un intérêt de la région unie. Tu participes dans une commission tête d'Arsi pour les feux de Kabylie. Le fait de le mettre, peut-être tu ne vas pas l'accuser, hein, mais le fait de le mettre comme un argument à charge, pas un fait d'accusation en tant que tel, mais d'insinuer à. Il utilise le terme kabyle. Il a une sensibilité kabyle. Mais pas que ça. Pas que ça. Les clubs kabyles actuellement, il y a des clubs qui ont été sanctionnés. Parce que la JSK possède Tsengarouz. Des clubs sanctionnés, l'emblème amazir, et la JSK a été sanctionnée aussi parce que n'a pas des symboles de la Kabylie dedans. Alors que d'autres clubs, ils brandissent les maillons avec leur propre symbole sans aucune contrainte. Si ce n'est pas de l'apartheid, si ce n'est pas de l'apartheid, j'attends. J'ai utilisé le terme apartheid وثناغيد فلاس سمح فيا ما إلا يون ذا غير مجرد تكثي ونا عناية ثون مولا شغلي فايدي فك الرئيس ما ماشي لابارتايد واكي ايدي يسفهم ذا شوز مي با كو يدو دوسيان اون 2021 لان كرات واجب ذاكي كراس الناس دريسيو ذويه Le dossier en 2021, l'affaire Netha'av el-Moumen. Je ne vais pas y aller dans les détails. L'un des accusés, on va regarder dans la Sismaoun parce que sur le fait d'adresse, ils utilisent ça. Hein. Mais oui, un accusé. Khamnes, un rapport d'une rame de papier. La gendarmerie nationale, le groupement de gendarmerie de la Wilaya Tizi Ouzou, hier, les captures, c'est la question, par exemple, de la langue arabe. Le fait la langue arabe n'est pas une langue de paradis, comme accusation, incitation à la haine. Incitation à la haine. Ça veut dire la liberté de la pensée en Kabylie est morte. Pas que ça. J'ai discuté avec le procureur. Monsieur le procureur, la décision du Haut Commissariat, le Haut Conseil de sécurité, il a mis le MAC comme organisation terroriste en mai 2021. Mais après ça, avant ça, il était toléré. Donc la loi n'a pas d'effet rétroactif. N'a pas d'effet rétroactif. C'est pas normal. Niras de deux, la détention préventive, elle est dans l'exception et n'est pas une généralité. Déjà, il y a un الحبس يكون بعد ابري لي جوج ديسيدي نضبر نقرا ونسمي
Ça veut dire, pour la liberté d'un Kabyle, elle n'est pas importante aux yeux de la loi. Ou soit la vie d'un Kabyle. Et donc, dans tous les jugements, je n'ai pas envie de lister les termes, dans tous les jugements, le terme Kabyle, le Kabyle laïque, le groupe Kabyle, les groupes même qui sont en Kabyle, tout est cité dans les jugements et dans les rapports de juges d'instruction et de rapports de renvoi des chambres d'accusation. Donc, on est dans un fait, le fait d'être Kabyle, ça veut dire de l'exprimer, de le revendiquer, de l'être, il est puni par la loi, mais le pire, et je vais terminer par ça, et c'est le pire, c'est que ce n'est pas seulement il est puni par la loi, mais il est toléré dans la société. Ça veut dire, la haine anti-Kabyle, quand elle est tolérée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au fait, ce n'est plus une haine, c'est une attaque légitime contre un fait criminel. Dans toutes les pages algériennes, chaque fait en Kabylie, il est attaqué, stigmatisé. On traite les Kabyles de Zouaf, on traite les Kabyles actuellement sur le fin d'Ism Mouqran comme une attaque contre la Kabylie. Dans chaque gala, les Kabyles sont stigmatisés. Les intellectuels kabyles, tous affichés. Les chanteurs, interdits de sortie. Les avocats, sous STL. Tout en Kabylie est interdit. Et d'attaquer les Kabyles, c'est autorisé. De dire Zouaf, de dire Qbaïl, de dire des traîtres, de dire qu'il faut les exterminer, je dis bien, qu'il faut les exterminer, c'est autorisé en Algérie. Le dire, oui. Nintid. D'appeler au boycott, d'appeler à encercler la Kabylie est autorisé. Naïma Salhi, elle était députée Saouled pour faire un blocus contre la Kabylie. C'est un blocus. Et un blocus, c'est quoi? En termes de droit international, c'est une déclaration de guerre. Un casus belli. On ne va pas philosopher. Je ne suis pas en train d'aggraver, de gonfler en quelque sorte la situation. Quand un député de la nation qui représente la République démocratique et populaire, officiellement élu, il n'a pas été levé de ses fonctions, cela s'appelle une déclaration de guerre. Et la déclaration de guerre, elle est effectivement mise en place. Elle est effective. Elle est effective. Madame Saoud, Madinir, elle est effective. C'est qu'après ces déclarations, un autre, dans un État étranger, le dit clairement. Dit, Nikini, je suis prêt à aller à souffrir les Kabyles Ahrar, effective de pouvoir pour exterminer les autres. Normal. Genre, normal. Genre, normal. Et le résultat, quand on a une cinquantaine de condamnés à mort, donc elle est effective. Et donc, il y a une criminalisation de la Kabylie, il y a un encouragement, une tolérance de critiquer ce qui est criminel, on le tolère, il faut attaquer ce qui est criminel, donc on le tolère. Et aussi, il y a une déclaration effective de guerre contre tout ce qui est Kabyle. C'est pour cela qu'on se retrouve à la Guinée et où il y a un nafsi fras. Alors, sans tarder, je vais céder la parole à Yvir. Oui. Alors, la chose la situation politique en Kabylie. Azoul Flaoul, merci d'être aussi nombreux pour nous écouter, nos trois camarades et moi avec le modérateur Samir.
Nous allons parler de la situation. D'abord, je tiens à remercier tout le collectif et les sociétaires d'Action pour la Kabylie pour cette initiative qui en appellera d'autres, parce qu'il est vital que pour les Kabyles de France et même les Kabyles d'ailleurs, nous puissions retrouver un cadre apaisé et apaisant afin que nous puissions tous débattre ensemble de l'avenir, des contraintes que subit la Kabylie à travers cette séquence que nous vivons, cette séquence historique, mais qui est dramatique pour les Kabyles et pour le peuple kabyle. La situation politique kabyle, il faut à tout prix l'insérer dans ce qui se passe de manière nationale en Algérie. Il y a un contexte historique, il faut faire une évaluation des forces, aussi bien en Kabylie et ailleurs. Quels sont les différents projets pour la Kabylie? Quelles sont les offres politiques pour la Kabylie sérieuse? Quel type de menaces a-t-on et quel type de menaces subit la Kabylie? Leur nature, la nature de la menace, l'intensité de la menace, et quel est l'objectif de ces menaces? La Kabylie et les nouvelles aspirations de la jeunesse, c'est surtout ça. Les aspirations de cette nouvelle jeunesse qui, pour moi, me semble-t-il, est quelque chose de fondamental, parce que ce que les spécialistes appellent la rupture épistémologique. Un droit d'inventaire doit être exercé par tout ce qui a été fait des générations précédentes, mais aujourd'hui, la jeunesse kabyle doit prendre ses responsabilités à coup de beaucoup de travail et avoir une autre vision et comment insérer la Kabylie dans l'espace actuel, qui est à la fois sur l'échiquier algérien et à la fois quel est son devenir par rapport au bassin méditerranéen et par rapport à ce qu'ils envisagent de faire de cette Kabylie. C'est surtout à cette jeunesse-là qui doit à tout prix s'impliquer, avoir un niveau d'engagement et de détermination tel qu'ils puissent prendre véritablement en main et décliner un projet pour la Kabylie. Moi, je ne pense pas qu'il y ait, souvent on dit, c'est une rupture générationnelle, ma génération, la génération de Samir, depuis 80, c'est 43 ans, c'est 2 générations. On doit faire à tout prix le bilan de ces années. Qu'est-ce que la Kabylie a opposé au gouvernement algérien et au régime algérien? Nous lui avons opposé de manière pacifique que nos marches, nos grèves et nos rassemblements. Nous avons subi un crime d'État. Samir en a parlé, c'est le massacre et l'assassinat de 127 jeunes, et je ne fais pas dans l'émotion, parce que c'est une réalité, c'est factuel, en 2001, ce qu'on appelle Tafsut Tavariyat. Ce qu'il y a d'extraordinaire, et de dramatique à la fois, c'est que ce compte n'a jamais été soldé, ni politiquement, ni humainement, ni psychologiquement avec le régime algérien. Beaucoup de tentatives de dépôt de plainte pour crimes d'État, pour crimes contre l'humanité. Je ne sais pas comment on peut qualifier de tout ce qui s'est passé, que les juristes peuvent qualifier ce qui s'est passé, mais ça ne peut pas être laissé aux autres générations. Il faut à tout prix que la vérité se fasse et que les responsabilités soient situées et que les coupables soient sanctionnés, même à titre posthume. C'est une histoire de principe. Là, on est dans l'ordre constitutif du principe. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire? Nous avons un pouvoir qui est esselé, incarné par M. Tebboune, président de l'État. Je ne dis pas président de la République, président de l'État. Ce président, il est esselé, il n'a pas de force politique autour, il n'a pas d'État profond tel que l'avait Bouteflika, puisque tout l'État profond a été démantelé. Il ne reste plus que quelques officines affiliées à la police politique. Ce président, il n'incarne pas le pouvoir. Il n'incarne pas du tout le pouvoir. Il est dans la stratégie d'abord du statu quo et la stratégie qui, pour moi, va nous amener inévitablement vers le chaos. Et nous, en tant que communauté kabyle, en tant que peuple kabyle, qu'allons-nous faire par rapport à ce que propose le régime algérien? Allons-nous rester uniquement vers cette stratégie de la tension permanente qui n'apporte pas grand-chose? C'est bien de résister, c'est bien de parler, c'est bien, mais il faut donner une dynamique, il faut un projet pour essayer de rassembler tous les Kabyles autour d'un socle de valeurs. Les valeurs NAR, nous les connaissons tous. Ahzab, Al-Harman, Nif, beaucoup d'autres valeurs comme ça qui nous rassemblent. Et la manière, comment peut-on gérer tous nos conflits, nous, en tant que Kabyles? Parce qu'il y a aussi une salle, c'est-à-dire comment régler nos conflits, comment régler nos différends, comment régler nos désaccords.
C'est toutes ces questions-là, dans un climat apaisé. Et je pense que le groupe de Samir, de Asman, de Hamid, enfin tous ces jeunes pousses qui vont aller très loin, je l'espère, pourront, je pense, créer les conditions pour que les Kabyles puissent se retrouver dans un espace apaisé. Les gens disent aussi, il faut se dire aussi que ce régime n'ayant ni projet ni modèle, c'est sans force sociale ni corps intermédiaire. Il a l'UGTA, il a l'UNFA, l'UNPA, maintenant il n'y a plus rien. Et remarquez ce qui a fait que dans le Hirak, dans le Hirak, il s'est trouvé que le pouvoir, le régime en place, incarné par M. Tebboune, n'a pas eu l'effet tampon d'un État profond. C'est pour ça qu'il y a eu ensuite le choc direct entre le peuple algérien et l'armée. Le peuple algérien et l'armée. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces slogans, mais il y a eu beaucoup de slogans instrumentalisés par la mouvance islamiste. Ce pouvoir, il manque de clarté. Ce pouvoir a un manque évident de légitimité. Il n'a pas de légitimité, et quand tu parlais du 12-12, il faut parler du 1er novembre aussi, et des élections municipales, des élections de l'Assemblée populaire de Wilaya. Je sais une chose, c'est qu'au niveau des élections municipales, les chiffres annoncés, c'est des chiffres qui ont été gonflés, mais c'était de l'ordre de 7-8%. Et là où nous nous singularisons, nous en tant que région, c'est que dans nos régions, nous avons eu pratiquement 0,001 de participation. Et encore, ça doit être les gens des casernes, les corps constitués et tout ce personnel-là qui a dû aller s'exprimer. Que veut dire ce vote? Les gens te disent, c'est pour ça qu'il y a eu le slogan qui disait mais nous, c'est pas le produit c'est pas sorti ex nihilo de nulle part. C'est des traditions de lutte. C'est des traditions de lutte. C'est dans notre anthropologie ce refus absolu finalement de cautionner tel ou tel aspect des axes du pouvoir. Viennent ensuite, dans la réforme de la Constitution, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contexte dans lequel la Kabylie évolue. C'est un contexte qui est très factuel. Quand on nous dit dans la Constitution l'Algérie est une terre d'islam. Moi, j'ai rien contre l'islam. Je suis de culture musulmane, je l'assume complètement. Mais que cache dans cette espèce d'idéologie islamo-baathiste, je dirais même plus, radicale, quand on vous dit c'est une terre d'islam, ça veut dire quoi? Comment ça peut être lu politiquement? Ça veut dire tout simplement que le pouvoir et le régime nient tout le passé anté-islamique. C'est-à-dire, il n'y a plus Jugurtha, il n'y a plus Massinissa, il n'y a plus Jugurtha, il n'y a plus personne. Puisque l'histoire commence à partir de la terre d'islam. Ça, c'est important. Moi, je vois mes camarades du MAC, pour qui j'ai beaucoup d'affection, dont Farhat, disent qu'on a perdu notre souveraineté en 1857. C'est un fait historique, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul. Il y a eu un phénomène historique bien avant qui s'est traduit par quoi? Qui s'est traduit lors des 2 ou 3 visites qu'a fait l'émir Abdelkader pour susciter le Moubaya, c'est-à-dire l'allégeance des tribus kabyles au niveau, pour le califat naissant de l'émir Abdelkader. Il s'est trouvé que les tribus, plus ou moins au niveau des plaines, c'est-à-dire du moins Amraoua, Tizina, Saïcha, Ménerville et compagnie, la preuve c'est qu'il y avait un bord à Deliste, un bord Chaussisser, un bord à Borny, un bord à Tizi. C'est très important. Ils ont dit non. Et je vous invite à lire un livre, c'est un opuscule du général Doma, où il explique tout ça. Ça peut être traduit comment, ça? Ça peut être traduit que le Qalna de l'époque disait tout simplement, nous on ne veut pas, nous on est libre, nous on ne veut pas prêter allégeance à qui que ce soit. Donc c'est la traduction sur un territoire historique d'une population donnée, tout simplement. Et ça, c'est un élément qu'il faut, parce que c'est historique, c'est factuel. Et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'historiographie. Parce que l'histoire est guide des schutz. L'histoire, machida welken, comme nous connaissons la tradition orale. C'est vrai, mais c'est les documents. C'est sur la base de documents qu'on agence, enfin, tout le processus historique qui répond à des, je parle sous le contrôle de notre ami, qui répond à des normes. Comment étudier le phénomène historique. Alors, le pouvoir aiguille a
il a une volonté manifeste de stigmatiser et d'instrumenter encore une fois la Kabylie. Le contexte, si je vous parle du contexte politique national, c'est que ça a un impact sur nous. Je parlerai même pas de... il y a 2 articles pour moi qui doivent nous interpeller, nous agiter, ne serait-ce qu'intellectuellement et politiquement. L'un qui est dans la Constitution, l'autre c'est une ordonnance. Dans la Constitution du 1er novembre 2020, il est stipulé dans l'article 30, dans son alinéa 4, le rôle de l'armée. Ils disent quoi? Ils disent l'armée est la seule institution qui veille aux intérêts stratégiques et vitaux du pays. Comment vous pouvez traduire ça? Ça veut dire que l'armée prend possession à la fois de l'État, il prend possession des institutions, sans contrôle démocratique, quelle que soit la qualité des élus de l'APN, etc., ou de la nature du boycott, du taux de participation et tout ça, je ne reviendrai pas là-dessus, tout le monde l'aura compris. Ça, c'est pas admissible. Ça, c'est un. Et c'est toutes ces raisons qui vont fonder qu'il faut un autre projet pour la Kabylie. Le deuxième, c'est l'ordonnance scélérate, plus connue sous l'appellation de la 87 bis. Qui criminalise, Samir l'a dit dans son papier d'introduction, toute action politique. C'est vrai qu'il criminalise toute action politique, mais c'est plus grave encore. Il acte l'extinction de la vie publique, à la fois politique, à la fois syndicale, donc tous les corps intermédiaires, associatifs et même académiques. C'est-à-dire, mon ami Jafar, s'il fait une contribution en tant qu'artiste sur la qualité de vie des artistes, dans son domaine d'expertise, à partir du moment où il va à l'encontre de la doxa du pouvoir, c'est de facto un terroriste. Cette ordonnance doit absolument être révisée et je parle d'un point de vue général, parce qu'ensuite il y a des projets différents, il y a moi une question, juste une parenthèse, sur un journaliste qui est connu, qui me parlait du MAC sur un plateau de télévision. J'ai dit, vous n'avez pas à parler du MAC. Le MAC se situe hors de ce qui se passe en Algérie. Je dis, vous n'avez pas le même combat. Ils ont leurs arguments, ils ont leur doxa, ils ont leur idéologie, ils ont leurs moyens. Ils ne s'intéressent pas, ils s'en fichent. Et du Hirak et tout ce qui se passe autour. Je ne parle pas de projet politique, hein, je parle en règle générale. Ce que je voulais dire, la 87 bis, elle a servi à quoi? Elle a servi surtout à classifier le MAC comme étant une organisation terroriste. À la Chad, c'est à la limite, à la marge. Vous savez pourquoi? Si vous prenez ceux qui sont moins jeunes, qui ont vécu les événements de 91, 92, la décennie, ce qu'on appelle la décennie noire, la décennie rouge, tout dépend comment on peut l'appeler, savent très bien qu'avec les moyens qui ont été mis en place, on calculait avec les différents GIA, le GSPC compris, le bras armé du fils, il y avait 7-8 000 combattants, ils ont réussi à les neutraliser, soit par, ils ont été infiltrés, peu importe, là on ne va pas rentrer dans ces détails-là, parce que c'est des hypothèses de travail. Et classé, c'est pour ça que Rachad est marginal dans ce cadre-là. Cette 87 bis a été faite en grande partie pour criminaliser le MAC en tant que mouvement terroriste. Moi, je peux témoigner, je le témoigne comme nous tous ici. Moi, j'ai jamais vu un militant du MAC me parler de violence. J'ai jamais vu un communiqué de militants du MAC ou même de Kabyle dans un sens plus général appeler à la violence. Il peut y avoir certains excités parmi nous qui pour une raison ou une autre, a une décharge d'adrénaline et s'expriment un peu violemment, ce qui est normal dans un débat, mais j'ai jamais entendu ou lu une contribution d'un homme public connu ou moins connu ou pas connu du tout, appelant à de la violence. Et cette histoire-là participe aussi